Alors, 10.05. C'est la période de questions du public. Alors, comme par les mois derniers, en fait, nous avons reçu des questions pendant de nombreux jours et nous avons gardé toutes les questions. Donc, on en a une bonne vingtaine ce soir. Alors, je vais laisser Madame Châteauvert lire les questions. Alors, allons-y avec la première. Alors, la première provient de Madame Anna Choi. Bonjour, Madame Tuillier. Je voudrais savoir sur quelle étude vous vous êtes basée pour l'implantation de la piste cyclable 4 saisons sur la rue Soriol. Est-ce que les services d'urgence, la promenade fleurie et les citoyens ont été contactés pour voir l'impact sur la sécurité des services d'urgence ainsi que la période de déneigement en hiver? Était-ce nécessaire de faire une autre piste et ainsi augmenter la circulation sur Sauvé et Fleury? Les citoyens qui habitent entre Fleury et Sauvé devront faire des détours pour arriver chez eux. Connaissez-vous le danger qui existe déjà sur Christophe Colomb et Sauvé, accident fréquent? La rue Soriol était une rue sécuritaire pour tourner à gauche. Qu'allons-nous faire lorsque la vente sur la promenade sera en cours? Les autobus provenant du métro Sauvé laisseront les gens à quel endroit pour aller sur Fleury? La piste cyclable pour la COVID. Connaissez-vous le nombre d'accidents par jour suite à ce changement? Cette nouvelle piste est un danger pour les résidents de la rue. Alors, merci pour votre question. Je commencerai par la fin peut-être de votre question pour revenir par la suite au tout début. Alors, concernant le nombre d'accidents, on n'est pas du tout à des accidents par jour. C'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Il peut y avoir des accrochages et on ne souhaite pas. Mais honnêtement, le seul accident qui a vraiment, qui nous a été souligné par le poste de police, c'est un accident très regrettable et assez grave au coin de Christophe Colomb et Louvain. Et en fait, c'était plutôt sur Louvain que sur Christophe Colomb. Et donc, ça, c'est vraiment le gros accident qui a eu lieu cet été et probablement pas lié directement à la VAS. Donc, je peux vous dire que au tout début de l'été, moi, j'ai parlé avec la commandante du PDQ 27 pour lui demander de bien surveiller avec son personnel la rue Christophe Colomb et donc la police a été très présente sur cette rue. Euh, Par rapport à votre question de base, vous savez, dans l'arrondissement, on n'a aucune piste cyclable 4 saisons est-ouest. Il y en a zéro. Il n'y en a pas du tout, du tout. Donc, quand on a fait les consultations publiques, donc on a passé 18 mois à faire des consultations publiques sur le plan local de déplacement de l'arrondissement. Et un des principaux enjeux, défis et priorités a été de construire des pistes cyclables 4 saisons est-ouest. Et se sont imposés rapidement Prieur et Soriol, justement parce que en Fleury, Henri Bourassa, Sauvé, par exemple, n'étaient peut-être pas les bonnes rues pour ce faire. Et nous avons confié une étude de circulation à Stantec, qui est une firme d'ingénierie. Donc, ils ont regardé effectivement l'impact sur la circulation. Et ce dont vous parlez, donc l'automne, l'étude, on l'a reçue à l'automne 2019 et ensuite on a implanté donc cette année en 2020. Donc, on a aussi, pendant la consultation, qu'on a proposé plusieurs scénarios et les gens ont retenu la mise à sens unique parce que ça permet de conserver une voie de stationnement. Et c'est sûr que de mettre à sens unique, ça vient bouleverser nos habitudes, mais on est un peu habitué quand même dans l'arrondissement, en tout cas dans ce secteur-là, la majorité des rues sont à sens unique. Hein? Presque toutes les rues nord-sud là, sont à sens unique. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de circuler dans le quartier. Ça prend quelques semaines à s'habituer, mais après, pour le reste, là, ne vous inquiétez pas, là, au niveau de la sécurité, tous les pompiers, ambulanciers, tout ça, sont bien au courant et savent par où passer en cas de besoin. Voilà, merci. La question numéro 2 provient de Monsieur Maurice Lépine. Bonjour, j'aimerais féliciter le conseil d'arrondissement pour son implication en faveur du développement de la mobilité active. La création de pistes cyclables sécuritaires incite les citoyens de tous âges à utiliser leur bicyclette pour les déplacements quotidiens dans le quartier. À ce titre, les réalisations en cours sur les rues Prière et Sorieux sont vraiment appréciées.
Ma question concerne la piste cyclable temporaire de la rue Christophe-Colomb. Afin d'améliorer la sécurité des cyclistes, piétons et automobilistes, serait-il possible qu'elle devienne permanente d'avril à décembre? Merci. Alors, merci, M. Lépine, pour votre question. En fait, la mairesse de Montréal, Mme Plante, l'avait annoncé, les voies actives et sécuritaires, dont faisait partie Christophe Colomb, ont été implantées très rapidement pour répondre à l'urgence de la COVID, pour avoir des déplacements permettant la distanciation. Donc, la piste cyclable n'a pas été conçue pour l'hiver. Madame Châteauvert, on vous entend tourner les pages. Je m'excuse. C'est correct. Donc, en fait, elle n'a pas été conçue pour l'hiver, cette piste cyclable-là. Alors, on doit la démanteler pour réfléchir à comment, parce qu'on entend bien votre message, d'autres personnes aussi ont exprimé, et il y a un sondage en cours parce qu'il y a des opinions très contrastées sur la voie cyclable de Christophe Colomb. Donc, il y a un sondage en cours et on prend un temps pour réfléchir parce qu'une piste cyclable, ça prend quand même des aménagements spéciaux. Donc, ça prend du temps à concevoir. Alors, la Ville est en ce moment dans une démarche de consultation pour savoir qu'arrivera-t-il sur la rue Christophe Colomb l'année prochaine ou dans les prochaines années. Voilà. Je vous remercie. On peut passer à la question suivante. La question 3 provient de M. Abdou Gouled Dirir. Bonjour, je demeure au 11 945 rue La Chapelle dans Annecy-Cartierville. Le 7 avril dernier, il y a eu un incendie dans le garage de l'immeuble où j'habite, lequel n'a pas endommagé mon logement, mais le système d'alimentation électrique ne fonctionne plus et nous avons dû être évacués. Cela fait donc 4 mois que je dois vivre à l'extérieur de mon logement. Le service de permis et inspection de la Ville de Montréal a donné jusqu'au 15 juin 2020 au propriétaire pour faire les travaux. Ce délai n'a pas été respecté et je ne sais même pas quand nous pourrons réintégrer notre logement. Aux dernières nouvelles, le propriétaire de l'immeuble devait fournir un échéancier indiquant quand les travaux seront terminés. L'arrondissement a même adopté une résolution pour faire exécuter les travaux advenant que le propriétaire ne les fasse pas. Aujourd'hui, sous prétexte que les travaux sont commencés, l'arrondissement n'envisage plus cette solution et nous ne savons toujours pas quand nous pourrons réintégrer notre logement. J'aimerais savoir, avez-vous réussi à obtenir un échéancier de la part du propriétaire? Sinon, pourquoi? Pourquoi les travaux avancent si lentement? Quand pourrons-nous rentrer chez nous? Est-ce que vous pouvez fournir la garantie que la Ville de Montréal va continuer à payer l'hébergement aux personnes qui sont actuellement sans logement, tant et aussi longtemps que les travaux ne seront pas faits par le propriétaire? Pourquoi la Ville de Montréal a-t-elle mis beaucoup de pression pour que je quitte la chambre d'hôtel où j'étais hébergée et que je loue un autre logement alors que nous sommes en pénurie de logements? Que mes meubles sont toujours là-bas et que nous voulons demeurer chez nous? Quels sont les moyens que vous mettez en place pour mettre de la pression sur le propriétaire pour que les travaux se fassent rapidement? A-t-il reçu des amendes et quels sont les montants? Sinon, pourquoi n'a-t-il toujours pas eu d'amende? Pourquoi l'arrondissement n'est pas allé de l'avant en appliquant la résolution qui a été votée, lui permettant de faire exécuter les travaux requis en lieu et place du propriétaire? Ne trouvez-vous pas que le manque de fermeté envoie le message que les propriétaires n'ont pas à s'inquiéter du non-respect des règlements municipaux? Êtes-vous au courant que le propriétaire semble vouloir retarder l'exécution des travaux pour faire des rénovations et mettre fin à un maximum de baux afin de relouer les logements plus chers car beaucoup de locataires paient des loyers à bas prix? Êtes-vous au courant que le propriétaire a loué un logement pour le 1er septembre 2020 avec une hausse de loyer mensuel de 150 $ par rapport au prix du loyer de l'ancien locataire? Merci. Alors, merci, M. Moussa, pour votre question. Et je vais demander à M. Gilles Côté, s'il vous plaît, de répondre. Oui, il y a beaucoup de questions dans ce que vous avez mentionné. Je vais faire quand même un petit portrait de ce que j'ai à la situation. Effectivement, il y a eu un incendie dans le sous-sol depuis le printemps dernier. La chambre électrique a pris feu, ce qui a affecté aussi des logements au-dessus du feu, au-dessus du sous-sol. Mais en remettant l'électricité, on pense qu'à peu près 75 des logements vont être de nouveau habitables avec l'électricité.
l'échéancier du propriétaire, on l'a obtenu, on le suit régulièrement. Normalement, l'électricité devrait être remise en état le 15 septembre, donc c'est demain. Nous, on a déjà prévu une visite de chantier le 16 septembre, le lendemain, pour s'assurer que c'est conforme à ce qui nous a été entendu. Ensuite, ce qui est visé pour le restant des logements, parce qu'il y a des travaux plus importants à faire dans des logements qui ont été partiellement incendiés, ce qui est prévu, c'est à la mi-octobre, selon l'échéancier du propriétaire, que ça soit terminé. C'est un dossier qu'on suit de très près. Il y a déjà eu, effectivement, le 15 juin, ça a dépassé. Il y a eu 3 constats d'infraction sur le même dossier qui a été émis par le propriétaire. On fait le maximum pour que vous puissiez réintégrer votre logement le plus tôt possible. J'essaie de voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi on n'est pas allé de l'avant? Parce que oui, effectivement, on avait demandé à l'arrondissement de pouvoir faire les travaux parce qu'il n'y avait aucun entrepreneur qui avait débuté les travaux. Mais au moment, par la suite que le conseil nous a autorisé, l'entrepreneur s'est mis en action. Donc, pour nous, ce n'était pas possible d'avoir un deuxième entrepreneur sur le chantier. Ça n'aurait pas été admis. Donc, on est obligé de suivre l'entrepreneur que le propriétaire a engagé. On s'assure que ça soit fait dans des délais raisonnables. Voilà, je pense que ça fait pas mal le tour des questions essentielles là, que vous aviez. Peut-être la dernière question au niveau le fait là, que la Ville continue à payer l'hébergement entre-temps. La Ville continue d'accompagner. Oui, le service de l'habitation nouvelle que j'ai continue à payer. C'est sûr que ce n'est pas un délai, normalement, c'est quelques semaines, là, c'est quelques mois. C'est peut-être ça le délai qui est un peu, qui a impressionné un peu le service de l'habitation. Mais la Ville continue à payer le logement temporairement. Parfait. Merci beaucoup, M. Côté, pour cette réponse. On va passer à la question suivante. La question numéro 4, elle provient de M. Jafar Farah. Respectfully, I want to ask what steps have been taken regarding 11 945 rue La Chapelle. We are in very depressing and uncertain conditions, even if we are living freely, but we need our homes back. Please reply. Voilà, donc on vient de répondre à la même question. Donc, effectivement, les réponses sont les mêmes. Donc, soyez assurés que l'arrondissement suit le dossier avec l'entrepreneur. La Ville de Montréal continue d'accompagner chacun des locataires. Il y a le comité de logement aussi qui est très en lien avec les personnes. Et nous rencontrons d'ailleurs le comité de logement dans les prochains jours. Là. Donc, tout le monde l'a fait de tout son possible pour que ça soit réglé le plus rapidement possible pour que vous puissiez effectivement réintégrer votre logement. Merci. La question numéro 5 provient de Mme Amina Benkiran. Bonjour, voici ma question pour le Conseil du 14 septembre. Je souhaite savoir ce que l'arrondissement d'Annecy-Cartierville compte faire pour faciliter la circulation des piétons dans Youville. En effet, sur la rue Louvain, par exemple, il n'est pas possible de traverser d'un côté à l'autre de la rue de manière sécuritaire entre Saint-Hubert et la Jeunesse, où il y a des feux de circulation. En effet, il n'y a aucun panneau d'arrêt ni traverse piétonne. J'ai aussi constaté que les automobilistes roulent beaucoup plus vite que la limite permise de 30 km/h. Ceci rend les promenades dans mon quartier avec mon enfant en bas âge très stressantes. La circulation dans le quartier semble être planifiée pour faciliter le transit est-ouest des véhicules entre Berry et Christophe-Colomb plutôt que pour faciliter le déplacement des piétons. Or, le quartier Youville est composé de nombreuses familles, notamment avec de jeunes enfants. Merci. Merci. Alors, je passerai la parole à M. Parizeau pour cette question. Oh, M. Parizeau, là, on ne vous entend pas. En tout cas, moi, je ne vous entends pas. On voit que votre son est ouvert, mais... On ne vous entend pas. On fait un dernier test.
bizarre, on vous a entendu tout à l'heure. Ce que je propose, peut-être, Mme Châteauvert, c'est qu'on va revenir à cette question-là. On va continuer, puis on reviendra à cette question-là quand peut-être M. Parizeau va se déconnecter et se reconnecter. Ah, voilà, maintenant on vous entend. Oui. Bon. Ah bon, c'est les joies du télétravail, hein? Doublement, j'ai hâte de vous retrouver en personne. Donc, merci, vous avez raison. Ce secteur-là a été planifié pour favoriser les déplacements de transit, probablement à l'époque, pour les voies de la jeunesse, de Christophe Colomb, de Berry. Mais depuis notre arrivée, je vous dirais, comme administration, on veut absolument que les déplacements piétons soient sécuritaires et se fassent le plus. Que vous vouliez vous déplacer avec vos enfants à pied. Donc, autant en vélo ou à pied. Donc, on est en train de changer un peu la mentalité de ce secteur-là. Il y a des évaluations qui sont faites par la direction de l'aménagement du territoire pour mettre en place un certain nombre de stops, de panneaux d'arrêt vraiment entre Saint-Hubert et la jeunesse, mais sur l'ensemble du quadrilatère de Youville, là. Donc, soyez assurés que prochainement, au conseil d'arrondissement, il y aura un vote pour la mise en place de panneaux d'arrêt, mais qu'actuellement, c'est vraiment l'évaluation des fonctionnaires de l'arrondissement qui est en cours. Voilà. Puis pour la question du 30 km/h, on va le signaler au poste de quartier pour qu'il puisse faire une opération radar. Mais merci beaucoup de souligner cette préoccupation-là qui est très, très partagée par les gens de Youville. Puis désolé encore pour les problèmes techniques. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. La question numéro 6 provient de Mme Carole Croteau. Serait-il possible de délimiter des espaces pour vendre des produits de ferme de rue dans des lieux commerciaux ou communautaires, par exemple une cour d'école ou un stationnement d'église? Faire la vente devant une maison privée entraîne du va-et-vient et le non-respect de sens unique et nuit à la jouissance paisible des propriétés voisines. Merci. Alors, je vais passer la parole à Mme Goulet pour répondre à cette question. Merci, Mme la mairesse. Alors, merci, Mme Croteau, pour votre question. Il faut dire que l'arrondissement délimite déjà la vente de produits d'agriculture urbaine dans les rues commerciales, mais aussi en accordant des ordonnances pour autoriser des points de vente, comme aux organismes marché antique Quartier-Ville dont j'ai parlé tout à l'heure, ou à l'organisme Ville en Vert, qui vend au marché d'été, entre autres, sa production du projet Fourche et Fourchette là, dans Bordeaux-Quartier-Ville. Alors, on travaille constamment à augmenter les lieux où c'est possible dans l'arrondissement. On croit beaucoup aux initiatives d'agriculture urbaine qu'on soutient de plusieurs façons, qui répondent à des enjeux importants là, comme la sécurité alimentaire, mais aussi la transition écologique. Alors, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter via le 311 ou au bureau des élus. Merci beaucoup. Merci. On peut passer à la question suivante. Elle provient de M. Dan Gijin-Shi. Bonjour, la mairie a dépensé 1,5 million pour refaire le parc Nicolas-Viel en 2019 sans jeux pour enfants. Dans le parc, le cheval Maro, situé dans le cercle de sable à côté du toboggan jaune, a disparu et plusieurs parents pensent qu'il a été enlevé pour cause de réparation. Au 1er septembre 2020, cela a fait 11 semaines que le cheval a été enlevé. Pouvez-vous me dire quand le cheval sera de retour, car le parc est visité par 50 enfants et 30 parents chaque jour? Merci. Alors, pour répondre à cette question, je vais passer la parole à M. Gilles Côté. Bonsoir. On a fait des vérifications rapides aujourd'hui pour trouver le cheval Maro, qu'est-ce qu'il en était exactement. Malheureusement, le chargé de projet est en vacances cette semaine, donc je n'aurai peut-être pas la réponse. C'est dans le cadre des travaux qu'on a faits récemment l'an dernier. On va faire des vérifications. Dès que le chargé de projet revient, on aura des réponses. On pourra vous contacter pour la réponse pour le monsieur. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Elle provient de Mme Cynthia Falaise.
D'abord, je tiens à vous remercier pour les récents aménagements cyclables sur Prieure, Soriol et Christophe Colomb. Vous avez redonné une place sécuritaire et agréable aux cyclistes de tous âges et c'est tout en votre honneur. J'aimerais savoir si des projets sont en cours pour améliorer la place des cyclistes sur Saint-Hubert. La bande cyclable actuelle n'est pas sécuritaire. Elle est dessinée dans une zone d'emportiérage et elle oblige les cyclistes à circuler près des automobilistes qui roulent trop vite. De plus, elle est très courte et elle est discontinuée aux endroits les plus dangereux, soit le viaduc sous la voie ferrée entre Sauvé et Louvain et l'autoroute 40. Je n'ose donc pas y circuler avec mon bébé d'1 an. Pourtant, la rue Saint-Hubert rejoint des pôles importants comme le Collège Antique et un CPE. Ma question est en deux volets. Y a-t-il une volonté de repenser l'aménagement de la bande cyclable pour la rendre sécuritaire, c'est-à-dire séparer des voitures et sécuriser aux intersections? Et allez-vous la prolonger? Alors, merci pour votre question. C'est sûr qu'il y a des besoins sur plusieurs rues. Puis effectivement, la rue Saint-Hubert est une rue avec beaucoup d'institutions. C'est d'ailleurs pourquoi, en fait, on a installé une bande cyclable, hein. Il n'y en avait pas auparavant. Donc, il y a une bande cyclable, mais comme vous le notez, effectivement, elle n'est pas conçue sur toute la rue Saint-Hubert. Cette rue est notée dans notre plan local de déplacement. Notre plan local de déplacement de l'arrondissement, il y a quand même une programmation sur une dizaine d'années. Donc, chaque année, on fait des aménagements. Là, cette année, les aménagements de la ville, c'était le rêve là, sur Berry et la jeunesse, des travaux qui sont en cours. Et puis, les projets de l'arrondissement, c'était les pistes cyclables sur Prieure-Soriol. Donc, ça, c'est la programmation 2020. Ensuite, ben, comme je vous le disais, là, on a un plan local de déplacement. Donc, on suit les projets qui avaient été mis dedans. Et puis, ben, on prend bonne note de votre demande pour la rue Saint-Hubert. Mais aujourd'hui, là, j'ai pas de détails à vous donner par rapport à cette rue. Merci. La question suivante provient de M. Pierre Forêt. Je demande si un représentant de la ville pourrait prendre au sérieux ma demande qui consiste à débloquer ou déboucher un puiseur face au 11 545 rue Tanguay. Ce puiseur est bouché depuis au moins 2 ans. Une banale affaire qui ne se réalise pas et qui pourrait avoir de graves conséquences. Le constat remonte à l'hiver, le 4 mars 2018, suite à une rupture d'aqueduc. À ce moment, l'eau s'accumule et forme une mare de glace vive juste devant mon entrée de garage et celle du voisin. Notre crainte est que l'eau se déverse dans nos entrées de garage, les rendant inutilisables et à risque avec une automobile. Nous sommes aussi préoccupés pour les risques de blessures suite à des chutes sur la glace. C'est sans dire que la crainte est renouvelée à chaque averse abondante. J'ai téléphoné au 311, rien n'a été fait suite à plusieurs appels. Puis il y a eu, au printemps 2019, les travaux de changement de conduite d'aqueduc rendant inaccessible l'accès au puiseur. Ce n'est qu'à partir du 7 octobre que j'ai fait une plainte enregistrée. À ma surprise, on m'a dit que ce n'était pas une plainte, mais une demande. J'ai relancé depuis à plusieurs reprises sans succès. Le 4 septembre 2020, j'ai déposé une autre plainte. Voilà, alors Monsieur Forêt, ben, vous aviez communiqué aussi avec le bureau des élus, là, puis on a travaillé avec les travaux publics, donc le puiseur a été débouché le 9 septembre. Donc c'est sûr que là, on est en mode virtuel, alors on prend les questions qu'on a reçues en l'état. Vous voyez à quel point on lit vraiment les questions exactement telles quelles, mais donc le puiseur a été débloqué depuis votre message. Alors voilà, on va pouvoir passer à la prochaine question. La prochaine question provient de Mme Diane Thibodeau. Suite à plusieurs demandes des voisins du Tropique Léo, nous voudrions savoir où en sont les démarches légales qui devaient procéder de façon imminente lors de ma dernière visite au conseil il y a plusieurs mois. Le respect des engagements de la propriétaire a installé un nouveau système d'épuration de ces rejets polluants et intolérables depuis 2006 et dont la solution n'est toujours pas appliquée depuis trop longtemps. Ces mêmes citoyens envisagent un recours légal selon l'article 976 du Code civil du Québec qui confirme en cas
que nul n'est tenu de subir des inconvénients anormaux résultant d'une activité du voisinage. Merci. Alors, je passerai la parole à M. Gilles Côté pour répondre à cette question, s'il vous plaît. Oui, en effet, le service de l'environnement a émis 2 constats d'infraction sur ce dossier-là de Tropic Léo. Le propriétaire conteste les avis d'infraction, c'est pour ça que c'est à savoir la Cour municipale. Il y a eu une audition le 16 janvier 2020. Le dossier n'était pas complet. Il devait avoir une deuxième audition le 17 avril, mais avec la pandémie, la COVID-19, ça a été reporté au 5 octobre 2020. Donc, on espère que le 5 octobre, on va avoir la décision finale qui va permettre de continuer ce dossier-là. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la question suivante. La question provient de Mme Carole Gaudet. Apaisement et sécurité sur l'avenue Curotte. Suite à l'instauration des différentes pistes cyclables et de la mise en place des sens uniques sur les rues Prieure et Soriol, nous, les résidents de l'avenue Curotte, vivons une situation désastreuse, tant pour le débit que la vitesse de la circulation, et ce, toute la journée. Nous constatons que cette situation ne découle pas uniquement des différents chantiers établis dans le quartier. Il y a urgence. Notre question est la suivante. Quels moyens d'apaisement et mécanismes de sécurité vont être rapidement mis en place afin de régler la situation? Alors, je vais passer la parole au conseiller du district, M. Jérôme Normand. Oui, merci beaucoup. Donc, merci pour votre question, Mme Godette. Comme vous le savez, on s'est rencontrés il y a quelques semaines, vous et quelques autres résidentes de la rue Curotte. Effectivement, on a constaté l'augmentation du volume et potentiellement de la vitesse sur Curotte. Il faut dire que lorsqu'on s'est rencontrés, on était avant l'implantation des sens uniques et de la piste cyclable, et déjà, on constatait l'augmentation du volume. Parce que, notamment, le chantier Olympia condamne complètement la rue Olympia, qui est l'autre rue plus près de Christophe Colomb, qui est en direction nord. Il y a donc un flux nécessairement de véhicules qui sont déviés, qui auraient été répartis sur Olympia et qui sont déviés sur Curotte. Depuis quelques jours, l'intersection entre Amel et Olympia est également bloquée sur Fleury. Si on ajoute à ça, évidemment, les voies actives sécuritaires qui, comme on le sait, retirent une voie de circulation, qui seront démantelées progressivement prochainement, d'ici à la mi-novembre ou environ. À la rentrée scolaire, on le sait, il n'y a pas eu de mouvement scolaire depuis près de 6 mois, et également donc à l'implantation des sens uniques et des pistes cyclables. Tout ça ensemble crée effectivement un volume supplémentaire, mais comme je le mentionne, ce n'est pas que ça, c'est une multitude de facteurs. Donc, ce qu'on s'était entendu lors de la rencontre, c'est d'attendre au moins la fin du chantier Olympia pour pouvoir permettre à nos services de constater quelle est la répartition réelle du volume supplémentaire sur Curotte. On le sait, à l'ouest de Garnier, avant Christophe Colomb, donc il y a seulement Curotte et Olympia qu'on peut prendre à partir de Soriol, ce qui explique sans cette répartition entre Olympia et Curotte, il y a une augmentation substantielle. Ceci dit, on a une rencontre qui vise le suivi de l'implantation des pistes cyclables et des sens uniques sur Prieure et Soriol ce mercredi avec nos services. On a 3 ou 4 points principaux à l'ordre du jour, et notamment celui de la mitigation du trafic de transit sur Curotte. Donc, ce qu'on souhaite, c'est trouver vraiment le problème à la source, mais il y a plusieurs mesures d'apaisement supplémentaires qui pourraient être mises en place ou des interdictions de virage. Tout est à analyser. Mais comme je vous l'avais mentionné, vous pouvez être assuré que ce qu'on cherche, notre administration, c'est un apaisement de la circulation, une sécurité aux intersections, et on va trouver les moyens de mitiguer cette situation. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la question suivante. La question provient de Mme Denise Arsenault. Les résidents de Notre-Dame-des-Anges et des alentours ont signé une pétition en 2014 pour exclure les barbecues. Et on redemande encore une fois pas de barbecue en 2020 et partout dans le parc, pas juste dans la section privilégiée accordée par la ville. Notre beau parc Rimbaud est rendu comme point de calumet, détérioration, bruit à n'importe quelle heure. La ville doit instaurer des heures d'ouverture et fermeture et surtout les faire respecter. La police devrait se promener dans le parc le soir après 10 heures. Pour ce qui est du bruit, musique, c'est insupportable. Nous ne pouvons pas être sur notre patio l'été.
Musique raisonnable pour certains n'est pas la norme pour tout le monde. Depuis 38 ans sur Notre-Dame-des-Anges, je ne reconnais pas mon parc. Vous avez fait des améliorations, mais pas dans le bon sens, en ne tenant pas compte des résidents. Dommage, très dommage. J'espère que vous nous écouterez cette fois-ci. Ce sont nos taxes qui vous entretiennent. Le parc Rimbaud était jadis un des beaux parcs de Montréal. Alors, merci, Madame Arsenault, pour votre question. En fait, le 20 août dernier, justement, suite à une mobilisation de plusieurs de vos voisins, je suis allée les rencontrer dans le parc Rimbaud avec M. Côté, d'ailleurs, et Mme Lapierre, qui était pour les travaux publics. Et nous avons discuté de tous ces enjeux avec vos voisins. Donc, on connaît plusieurs de ces enjeux. Puis je peux vous dire que dès la réception de la pétition, on a agi quand même prestement. Des heures d'ouverture, en fait, il y en a déjà et tous les parcs de Montréal ont les mêmes heures d'ouverture. Moi, ce que j'entends, c'est qu'elles ne vous conviennent pas, ces heures d'ouverture, parce que ça ferme quand même assez tard. Puis vos voisins avaient un peu le même constat aussi. Donc, ce qu'on est en train de regarder concernant le bruit, il y en a des pancartes ailleurs dans la ville qui sont plutôt en général dans les secteurs commerciaux où on demande aux gens de faire attention aux résidents, donc de réduire le bruit. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Mais ce qu'on a fait très rapidement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas, parce que les barbecues n'étaient pas prévus, ou en tout cas même permis près des résidences de Notre-Dame-des-Anges, mais il y avait beaucoup de gens qui en faisaient quand même. Alors, l'équipe de l'arrondissement a rapidement installé des petites pancartes qui font le travail parce que on se les fait dire, là, ça a rapidement fait en sorte qu'il n'y avait plus de barbecue à cet endroit-là. Et aussi, on a travaillé avec les policiers du poste de quartier, donc ils passent régulièrement et puis ils avisent les gens qui font des barbecues pas au même endroit. Au bon endroit, pardon. On a noté, évidemment, c'était aussi une des demandes de vos voisins quand je les ai rencontrés, d'éliminer la possibilité de faire des barbecues dans le parc Rimbaud. Donc, je peux vous dire, c'est ce que j'ai dit à vos voisins quand je les ai rencontrés, qu'on va évaluer cette possibilité, mais ça sera de toute façon, là, si ça se fait pour 2021, là, pour l'instant, il n'y a pas de changement pour cette année, mais on va regarder ça de très, très près. La question des barbecues, la question de l'entretien aussi plus fréquent. D'ailleurs, les travaux publics vont déjà faire de l'entretien plus fréquent. La question de la musique aussi. Donc, ça, on travaille avec les policiers. Et puis, une signalisation plus spécifique pour bien expliquer aux gens qu'est-ce qui peut se faire à quel endroit dans le parc Rimbaud. Donc, sachez qu'on a déjà posé des gestes rapides pour améliorer la situation et qu'on va continuer à travailler ce dossier-là. Merci. La prochaine question provient de M. Louis-Philippe Vigé. Bonjour, j'habite à côté du stationnement du parc Nicolas-Viel. Il y a beaucoup de va-et-vient en soirée et durant la nuit par des automobilistes qui y viennent pour flâner, fumer du cannabis ou faire des activités douteuses sans même mettre les pieds au parc. Ce genre d'utilisateurs sont ceux qui dérangent le plus quiétude du voisinage. Déchets laissés au sol, musique forte, voitures bruyantes, conduite à vitesse élevée à leur entrée et sortie du stationnement. Selon la nouvelle loi encadrant le cannabis, sa consommation est interdite dans un lieu public, bien que je sais qu'une partie des problèmes pourrait se régler par des interventions des policiers. Il y a manière pour la Ville de poser un geste afin d'apaiser ces irritants. Lors de la consultation publique en 2018, ces irritants faisaient partie des principaux éléments soulevés par les citoyens. Un d'eux avait notamment suggéré d'ajouter des panneaux ou pictogrammes. Pourquoi ne pas suivre sa suggestion et interdire sous peine d'amende le flânage, la consommation du cannabis, l'abandon de déchets au sol et la simple présence dans le stationnement durant la fermeture du parc? D'ailleurs, j'ai été déçue de voir qu'aucune pancarte à ces sujets n'ait été installée cette semaine en même temps que les nouveaux panneaux qui interdisent le stationnement de nuit ou de longue durée, qui, selon moi et selon les conclusions de la consultation publique, semblait être un problème de moindre ampleur. Merci de votre temps. Merci. Alors, pour répondre à la question, je vais passer la parole à Mme Nathalie Boulet.
Oui, merci Madame la mairesse. Alors, merci Monsieur Vigé pour votre question. Alors, c'est sûr que pendant les travaux au parc Nicolas-Viel, on a fait la demande d'installer des panneaux de restriction de stationnement dans ce stationnement-là, à 4 heures d'affilée maximum le jour. Et ça a été à la suite de demandes citoyennes de résidents du secteur parce que beaucoup de voitures, beaucoup de camions y étaient stationnés en toute saison, plusieurs jours d'affilée et même plus. Alors, on a également installé des panneaux d'interdiction de stationnement la nuit qui ont aussi été ajoutés entre minuit et 6 heures le matin. Alors, écoutez, des situations où il y a du flânage, des attroupements dans les parcs, on en voit beaucoup, beaucoup plus depuis la pandémie dans nos espaces verts, dans les espaces publics à travers la ville, mais également ici aussi à Antique-Cartierville. On va en parler au PDQ 27, soyez-en assurés pour qu'ils vérifient cette situation-là dans leur patrouille autour du parc. Et pour ce qui est des questions d'ajouter de nouveaux panneaux avec des pictogrammes, on est en réflexion là-dessus à l'arrondissement pour plusieurs types d'enjeux. Et merci de la suggestion. On va certainement s'y pencher cette année. Merci beaucoup. Merci. On peut passer à la prochaine question. La prochaine question provient de M. Giovanni Iacovino. Bonjour, j'habite dans le quartier Saint-Sulpice sur la rue Joseph-Mélençon. Je suis très inquiet de la situation dans le HLM à l'angle de l'avenue Christophe-Colomb et de la rue de Louvain. Il y a beaucoup d'activités criminelles et ça fait 3 fois depuis les 2 dernières années qu'on doit vivre avec des personnes qui tirent des balles de pistolet. Je vois aucune différence à la première fois ou dernière fois, juste le mois de juillet. Ma question est très simple. Qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité des personnes autour de ce HLM? Question aussi sur le projet Louvain, sur Louvain entre Saint-Hubert et Christophe-Colomb. On n'a rien entendu depuis le dernier rendez-vous au Collège Antique l'an passé. J'espère qu'on ne fait pas les mêmes erreurs. Merci. Alors, merci, M. Iacovino, pour votre question. Il y a 2 questions. Je commence par la dernière par rapport au projet du site Louvain. Alors, justement, la semaine dernière, j'ai fait une visite du terrain avec Eric Allen Caldwell, le responsable de l'urbanisme à la ville, l'élu responsable, et Robert Baudry, qui est l'élu responsable aussi des bâtiments de la ville. Et il y a beaucoup de choses, en fait, qui se passent dans ce dossier-là. Vous ne les voyez pas nécessairement parce que c'est le comité, là, on a créé une gouvernance très spécifique pour ce projet-là. Donc, c'est le comité de coordination qui se rencontre, donc la ville, l'arrondissement et les citoyens là, qui sont représentés par Solidarité Antique. D'ailleurs, au conseil d'arrondissement, aujourd'hui, on va voter un dossier pour permettre de l'occupation transitoire en fait, dans le 95-15 et à côté du 95-15 Saint-Hubert, donc qui est le bâtiment qui est encore debout là, sur Saint-Hubert. Et puis, donc, il va y avoir une construction d'une serre, donc fin 2020 ou 2021, là, il va y avoir la construction d'une serre de manière temporaire à cet endroit-là. Et il y aura des consultations publiques aussi dans les prochains mois, là, donc toujours fin 2020 ou début 2021, pour le processus de changement de zonage. Par rapport à votre question, donc, ce qu'on construit, là, c'est vraiment du mixte. Donc, dans tous les bâtiments, il y aura des gens de toutes les classes sociales, ce qui est la réponse à votre question. Donc, oui, on a appris des erreurs. Là. Il n'y a plus de construction de HLM depuis 1994 au Canada et donc même, évidemment, aussi à Montréal. Ceci dit, les résidences qui existent, elles sont là, puis elles sont très utiles parce que beaucoup de gens ont besoin de l'Office municipal d'habitation pour se loger. Alors, effectivement, on a eu des situations difficiles cet été et je peux vous dire que il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de réponse facile à cette situation et c'est pour ça qu'on a besoin de l'énergie de tout le monde. Et il y a eu une rencontre au sommet, j'oserais dire, avec, donc moi j'étais là pour l'arrondissement, il y avait le poste de police, d'ailleurs on a fait la rencontre au poste de police, les gens de l'OMH
et aussi des organismes communautaires qui agissent dans les offices municipaux d'habitation, donc qui font de l'intervention auprès de plusieurs personnes, notamment Entre Maisons et Rap Jeunesse. Et donc, ces personnes-là se sont rencontrées pour faire un état de la situation et pour mettre sur pied des actions très précises pour éviter que ces situations se reproduisent, parce que je peux vous dire que je comprends tout à fait les voisins de ne pas aimer la situation, mais je peux vous dire que les gens qui habitent dans l'édifice de l'Office municipal d'habitation aussi ont un sentiment de sécurité qui a diminué durant l'été. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler auprès de tout le monde pour retrouver le sentiment de sécurité et pour éviter de revivre ce qu'on a vécu cet été. Donc, il y a des rencontres qui ont lieu et il y en aura d'autres aussi. Et il y a surtout de l'intervention qui est prévue, de l'intervention sociale, hein, parce que, et aussi de l'intervention de la police, bien évidemment, là. Donc, les policiers sont présents au besoin. Il y a aussi une patrouille de l'Office municipal d'habitation qui fait des patrouilles tous les jours, mais on a besoin aussi d'avoir de l'intervention sociale auprès de plusieurs personnes. Et puis, même en temps de COVID, je dirais surtout en temps de COVID, et c'est ce que les organismes communautaires s'appellent à faire en ce moment. Voilà. Merci. La prochaine question provient de M. Frédéric Bataille de l'organisme Ancycle. Tout d'abord, nous avons eu de très bons commentaires sur les nouvelles pistes Prieure et Soriol. Toutefois, plusieurs parents nous demandent si les pistes seront déneigées et s'il y aura une séparation physique cet hiver sur ces pistes. Ils craignent de voir des autos y circuler. Merci. Alors, pour répondre à cette question, je passe la parole à M. Jérôme Normand. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, il est prévu que les nouvelles pistes cyclables soient déneigées l'hiver et donc que ce soit des pistes cyclables 4 saisons. Pour ce qui est du marquage ou de la signalisation en dur, vous l'avez sûrement constaté, présentement, il y a de la signalisation sur poteau fixe au début de chaque tronçon. Et donc, ça, ce sera maintenu. Par contre, tant qu'il n'y aura pas de délimitation physique de type muret de ciment qui va être mis au fil du temps, là, au fil des reconstructions de la chaussée, il n'y aura pas non d'ajout supplémentaire en dur pour délimiter l'espace. Par contre, vous l'avez sûrement constaté, la zone assurée entre la piste cyclable puis la voie de circulation est assez large et va permettre, entre une chute de neige puis le chargement, un déblaiement de la piste cyclable et ce même déblaiement-là va créer un petit monticule qui va séparer de lui-même la chaussée de la piste cyclable. Donc, on est assez confiant qu'avec les poteaux de signalisation en fixe au début de chaque tronçon, puis la distance qui existe entre la chaussée et la piste cyclable, il y a une délimitation naturelle qui se forme l'hiver pour qu'on voit bien la piste cyclable. Merci. Merci beaucoup. On peut passer à la prochaine question. Elle provient de M. Alain Martineau. Question pour Mme Tuillier. Alors que votre administration se targue d'être inclusive, même la mairesse Valérie Plante dit être à l'écoute de tous les Montréalais, comment entendez-vous régler le problème prévu de la forte circulation aux heures de pointe du matin et de l'après-midi sur la rue Soriol, maintenant en sens unique pour cause d'érection d'une très large piste cyclable, qui d'ailleurs n'attire même pas 20 jeunes cyclistes de l'école Louis-Collin? Non seulement c'est l'enfer, mais la rue résidentielle Curotte compose avec une hausse spectaculaire de circulation auto et autobus scolaires de Regina Assumpta notamment. Ce n'était pas comme ça avant et pourtant il n'y a pas de travaux à l'est de la rue Curotte. Alors comment soulager les résidents de Curotte qui également font obligatoirement des détours en auto et augmentent aussi la circulation et la pollution sur la rue voisine Francis et d'autres rues vers l'est? Quand allons-nous revenir aux 2 voies dans chaque direction sur une artère aussi importante que Christophe Colomb et renouer avec la piste cyclable intelligente faite il y a 40 ans et qui avait l'avantage de calmer les ardeurs des cyclistes qui se permettent de rouler plus vite que la limite permise de 30 km/h aux automobilistes et qui n'ont pas de contravention bizarrement? C'est ça l'égalité. Merci.
Merci. Alors, pour répondre à la question, je passe la parole à M. Jérôme Normand. Oui, merci. Merci pour votre question, M. Martineau. Donc, comme je le signifiais tout à l'heure lors d'une autre question sur la rue Curotte, on a effectivement constaté l'augmentation du volume de circulation automobile sur Curotte. On croit que c'est une multitude de facteurs, dont la mise à sens unique, puis le chantier Olympia qui bloque notamment Fleury présentement. Peut-être également que les voies actives et sécuritaires, comme vous le soulignez, augmentent cet effet-là, étant donné que des gens peuvent être plus enclins à prendre une rue transversale que de se rendre jusqu'à l'artère, étant donné qu'il y a une voie de circulation de moins. C'est possible. Comme je le disais, nous, on va s'asseoir avec nos services pour voir, une fois que le chantier Olympia est terminé, quel est le volume réel, quelle est la vitesse réelle, quelles sont les mesures à mettre en place pour régler le problème à la source. Une des demandes des résidents à date était temporairement d'avoir minimalement un affichage dynamique de la vitesse sur la rue. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place pour tenter de calmer les ardeurs des transiteurs qui passeraient sur Curotte en plus grand volume actuellement. Pour ce qui est de la voie active et sécuritaire, je l'ai mentionné également tout à l'heure, elle va être démantelée progressivement d'ici à la fin de l'automne. Et pour ce qui est de la voie cyclable, ben, vous mentionnez une voie cyclable là, intelligente qui a été faite il y a 40 ans, mais justement, elle ne répond plus aux normes actuelles pour l'aménagement de voies cyclables. Elle est trop étroite, c'est dangereux lorsqu'on se croise à vélo. Elle est sinueuse, elle ne favorise pas le transport utilitaire. Donc, lorsqu'on descend d'un point A au point B, lorsqu'il faut zigzaguer, c'est moins alléchant, c'est moins pratique. Et donc, il y a des pistes cyclables plus rectilignes, plus larges, plus confortables, plus sécuritaires également, qui sont maintenant designées comme celles qui sont présentes notamment sur Prieur et Soriel. Et ce que Mme Tullier mentionnait tantôt, c'est que si la voie active et sécuritaire devait revenir l'année prochaine, elle serait réfléchie, bonifiée et certainement pas réduite en largeur. Je vous remercie pour votre question. Merci. On peut passer à la question suivante. La question provient de Mme Janine Renaud. En 30.05, acquisition des lots en bordure de la rivière des Prairies, y aura-t-il des expropriations? En 40.20, le total de la dette frise 13 millions et plus. Et que veut dire un pôle de mobilité durable? En 30.04, il y aurait une coquille dans le sommaire qui se lit 2023-2014 plutôt que 2023-2024. En 44, y aura-t-il une odeur de cannabis? Et bravo pour le retour en présence à la Maison de la Culture d'octobre à décembre. Bravo pour un marché public au marché central en 40.14. En 30.04, avec une subvention de 250 000 $ du ministère de l'Environnement, on comprend mieux le branle-bas cyclable contre l'auto-solo si les cyclistes portaient au moins un masque. Merci à vous. Alors, merci, Mme Renaud, pour vos commentaires et vos questions. En 30.05, en fait, je vous rassure, là, ce n'est pas des expropriations. Dans un cas, c'est une station de pompage qui appartient à Hydro-Québec. Et dans l'autre cas, c'est une propriété privée que la ville pourrait peut-être acheter si la résidente le souhaite. Donc, pour l'instant, il n'est pas question d'expropriation, mais l'arrondissement souhaite se doter des ressources nécessaires pour, au besoin, acheter ces terrains qui sont tout près de la rivière et qui nous aideraient à répondre notamment aux questions d'inondation. Là, on a bien noté votre coquille. Là, merci, 30.04, Mme Châteauvert l'a noté. On va faire le changement. Le pôle de mobilité durable, on en a déjà 3 dans l'arrondissement. Un pôle de mobilité durable, c'est un endroit où il y a plusieurs types de modes de transport et on peut changer de mode de transport à cet endroit-là. Donc, c'est un endroit, en général, une intersection où il y a à la même intersection une station Bixi, du stationnement réservé pour les véhicules en libre service, très, très, très souvent ou presque toujours aussi un arrêt d'autobus et une station de taxi.
Donc, il y a déjà 3 pôles de mobilité durable qui sont implantés dans l'arrondissement et on souhaite en faire plus également. C'est ce qu'on voyait dans le dossier. Là, j'avoue que pour votre question là, sur la dette de 13 millions de dollars, peut-être que vous pourriez m'envoyer un courriel là, parce que je ne suis pas sûre de bien... En fait, je ne comprends pas la question parce que l'arrondissement n'a pas de dette de 13 millions de dollars. En fait, on a même des surplus accumulés qui sont plutôt de 12 millions de dollars. Donc, peut-être que vous pourriez m'envoyer une question par courriel, là, puis je pourrais vous répondre plus précisément, mais soyez assurés que l'arrondissement n'a pas de dette, mais hormis évidemment les règlements d'emprunt, et ça, on en a toujours, là, on emprunte pour faire des grands projets. Pour le 40.14, donc l'entreprise qui désire faire pousser du cannabis dans le secteur du district central. Lors des consultations écrites, des gens nous ont posé les questions justement sur les odeurs et nous avons fait toutes les recherches diligentes et on nous assure là, que c'est tout à fait possible de faire cette culture sans avoir d'odeur à proximité. Et d'ailleurs, il n'y a pas de résidence vraiment à proximité. Là, les résidences sont plus loin. Et donc, c'est pour ça que le conseil d'arrondissement a décidé d'aller de l'avant. Et pour vos autres commentaires, ben, je vais vous dire qu'on en prend bonne note. Merci beaucoup. La prochaine question vient de M. Daniel Gaudry. Suite à de lourds et profonds travaux d'excavation lors de réparation des égouts, de plus en plus de terrains sont minéralisés. Le problème vient du fait que la Ville-Centre accorde des contrats à des entrepreneurs pour remplir principalement en gravelle la plupart des terrains face aux résidences suite à leurs travaux sur les égouts. D'ailleurs, 19 personnes de la rue Olympia, entre Prieure et Fleury, ont fait récemment une plainte à la Ville concernant des travaux de remplissage de tranchées en face de leur propriété, dans le cadre du remplacement d'égouts actuellement fait sur cette rue. Suite à une excavation moyenne de 6 à 8 pieds de profondeur, elles ont demandé un remplissage d'un minimum de 12 à 18 pouces de terre en surface sur tous les terrains ainsi excavés en face de leur maison. Cela est vraiment un minimum, considérant qu'auparavant, il y avait surtout de la terre et non de la gravelle sur cette profondeur creusée. En effet, la gravelle constituera maintenant le principal matériel qui remplira ces profondes excavations. La Ville-Centre a jugé que 12 pouces de terre suffisent pour ceux qui ont déjà des plantes sur les superficies excavées, 18 pouces pour ceux qui ont déjà des arbustes. Cependant, selon les contrats donnés à l'entrepreneur, on ne réserve toutefois que 6 pouces de terre pour ceux qui n'ont actuellement que du gazon, soit pour la majorité des terrains excavés. Évidemment, 6 pouces de terre en surface peuvent suffire pour faire pousser du gazon, mais cela veut dire que pour ceux et celles qui, l'année prochaine ou dans le futur, envisageaient de faire pousser plantes ou arbustes, ces personnes ne le pourront plus, à moins d'enlever toute la gravelle qui sera posée en dessous. Sachant que les autorités de la ville sont habituellement conscientes de l'environnement, nous avons envoyé un courriel il y a quelques jours à la ville soulignant l'importance pour l'environnement de faire pousser des plantes ou des arbustes. Sinon, il y a des propriétaires qui vont être découragés de le faire, sachant qu'ils devront maintenant creuser pour enlever une grande profondeur de gravelle. Nous soulignons aussi que cela est d'autant plus inacceptable qu'actuellement, il y a beaucoup plus de terre sur ces terrains que ces 12 pouces. Alors, pourquoi aggraver l'état de nos terrains dans l'arrondissement en ne permettant que 6 pouces? J'imagine que les arrondissements peuvent facilement faire des normes ou règlements sur les terrains situés dans leurs limites. Or, si cette norme de 12 à 18 pouces de terre devient une norme minimale par règlement de l'arrondissement, l'administration de la Ville-Centre ne pourra plus, par contrat, accorder à un entrepreneur la possibilité de ne mettre que 6 pouces de terre, par-dessus 80 ou 90 pouces de gravelle, comme dans les cas présents. Question, est-ce que vous pensez qu'un règlement exigeant le dit minimum de 12 pouces de terre lors d'excavation serait envisageable par l'arrondissement? Et est-ce que les 19 citoyens et citoyennes qui ont demandé ce minimum de 12 pouces vont bientôt avoir réponse avant la fin des travaux? Merci encore pour ce suivi. Merci beaucoup, M. Gaudry, pour la question. Je vais passer la parole à M. Jérôme Normand, qui est le conseiller du district et qui a suivi ce chantier durant tout l'été. Merci beaucoup, Mme Thuillier. Merci, M. Gaudry, pour votre question. Donc, effectivement, vous le savez, on a été en communication quasiment de manière hebdomadaire quant à ce chantier-là, notamment parce qu'on souhaitait y préserver les arbres majestueux de la rue Olympia, ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici.
Et vous le savez, il y a eu plusieurs interrogations sur plusieurs dossiers de la part des résidents. On a établi une communication directe avec les responsables du projet à la Ville-Centre, étant donné que c'est un projet qui est mené par la Ville-Centre. Lorsque vous m'avez transmis ces mêmes interrogations, je les ai transmises à mon tour tout de suite à la soutien aux élus du responsable des infrastructures au comité exécutif, Sylvain Ouellette. Elle m'a répondu encore il y a quelques jours qu'elle avait bien reçu le courriel, qu'il était en traitement. Je lui ai renvoyé un courriel aujourd'hui pour lui dire que vous poseriez cette question en conseil d'arrondissement et que vous attendiez une réponse de leur part. Donc, c'est entre bonnes mains. On va avoir des réponses pour les 19 résidents que vous citez. Ceci dit, maintenant, pour la question d'un règlement d'arrondissement, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on va explorer. Je n'ai pas la réponse présentement. Est-ce que c'est faisable d'avoir un règlement distinct en arrondissement qui viendrait contrecarrer, entre guillemets, les normes de la Ville-Centre? On va l'explorer, puis on verra si c'est une voie à poursuivre et si c'est même juridiquement plausible. Donc, merci beaucoup, puis bonne soirée. Merci. On va passer à la prochaine question. La prochaine question provient de M. Michel-André Bessette. Premièrement, pour la rue Soriol, à combien se chiffrent les coûts pour sa transformation en sens unique, le coût des poteaux, main-d'œuvre, etc.? Deuxièmement, est-ce qu'elle va rester permanente? Ensuite, est-ce qu'il va y avoir des améliorations rue Méline et la Jeunesse? Et les voitures accrochent les poteaux de la piste cyclable qui sont dans l'axe du virage des voitures. En pleine nuit, les poteaux ont été accrochés 5-6 fois. Après avoir avisé le 3-1, ça faisait 5 jours que le poteau coin Basile-Routier était par terre. Merci pour votre question. En fait, pour terminer là, sur la dernière partie de votre question, la rue Soriol, mon collègue, M. Normand, en a parlé tout à l'heure. Donc, pour l'instant, c'est vraiment l'aménagement final jusqu'à ce qu'il y ait des travaux, d'autres travaux, là. Mais l'aménagement final, c'est le terre-plein avec les bollards. Et ben, c'est justement pourquoi on met des bollards. C'est que là, si on voit que des bollards sont défoncés de temps en temps par des automobilistes, l'objectif, c'est quand même de protéger, donc aux intersections, de démontrer là, que les automobilistes doivent faire un virage plus grand parce qu'il y a la piste cyclable. Alors, les bollards, c'est malheureux, mais c'est leur rôle. Et donc, si une fois de temps en temps, il y en a certains qui sont abîmés, ben, on les remplace. Et c'est le cas pour tous les bollards dans la ville. Pour votre question concernant les coûts sur Prieure-Soriol, en fait, sur Soriol, c'est sûr que nous, on a les coûts en même temps là, pour les mises à sens unique, les pancartes, l'installation des pancartes et tout ça. C'est 290 567 $ pour les 2 rues. Donc, Soriol, c'est à peu près la moitié. Là, donc, pardon. Est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas mon micro? Peut-être 10 secondes max. Merci, j'ai juste accroché le bouton. Donc, voilà, je répète le coût là, pour les 2 rues Prieure et Soriol, c'était 290 567 $. Et comme ce sont les 2 rues, on va faire la moitié des coûts environ pour Soriol, donc moins de 150 000 $ pour Soriol pour mettre à sens unique. L'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, l'étude qui a été confiée à Stantec pour faire une étude d'impact sur la circulation, cette étude a coûté 75 000 $, mais encore là, pour Prieure et Soriol, les 2 ensemble. Donc, vous voyez que les coûts sont vraiment mineurs pour l'installation de la piste cyclable, ce qui a coûté cher et ce qui sert en fait à tous les usagers de la route, donc aux automobilistes et aux cyclistes. Et je peux vous dire que c'était vraiment nécessaire, c'est le pavage de la rue Soriol. Et ça a coûté 1 million de $. Donc, ce sont les principaux coûts, mais qui ne sont pas directement que reliés à la piste cyclable. C'est vraiment l'entièreté de la chaussée qui a été réparée. Et votre dernière question, c'était est-ce que ça va être permanent? Donc, oui, la piste cyclable sur Soriol est une piste cyclable 4 saisons. Merci.
La prochaine question provient de Mme Denise Landry du Comité de citoyens. Qui a donné l'autorisation de construire un trottoir tout le long du parc Zotique-Racicot? A-t-on l'intention d'ériger des résidences dans ce mini-parc qui longe la piste cyclable? C'est un exemple de plus pour augmenter les îlots de chaleur. Avec le changement de la rue Prieure ouest en sens unique, avez-vous calculé le nombre de voitures qui stationnent et circulent sur les rues adjacentes? De plus en plus d'autos circulent sur Place Fleury pour se diriger vers l'est. Les autos doivent passer à 3 reprises devant la demeure pour trouver un emplacement pour stationner. Si la rue Fleury est fermée pour des travaux, si la rue Sauvé est fermée pour des travaux et que la rue Prieure est sens unique vers l'ouest, il demeure que c'est le boulevard Henri-Bourassa où l'on circule comme un métro, une auto attachée derrière l'autre. Conclusion, la piste cyclable sur la rue Prieure est de trop. Nous nous souviendrons aux prochaines élections. Nous avons une borne fontaine qui est hors service depuis l'automne passé. Advenant un incendie, ce sont les citoyens qui seront pénalisés. Quand sera-t-elle réparée? Alors, pour répondre à cette question, je vais passer la parole à Mme Nathalie Goulet, la conseillère de district. Merci beaucoup, Mme Tullier. Alors, merci, Mme Landry, pour vos questions. Alors, nous avons fait des vérifications, puis il n'y a pas eu de travaux d'implantation de trottoirs à la suite de la piste cyclable qui a été implantée il y a quelques années dans le parc Zotique-Racicot. Ce n'est pas du tout prévu de construire ni du résidentiel, ni du commercial, ni rien du tout à cet endroit-là. Alors, par contre, nous sommes en contact avec beaucoup de résidents autour du parc qui veulent voir ce magnifique parc être aménagé dans un proche avenir. Il va y avoir une consultation à ce sujet-là publique l'année prochaine et vous en serez évidemment informés en temps et lieu. Sur vos deuxième, troisième questions sur la piste Prieure-Soriol, je pense qu'on a donné suffisamment d'arguments ce soir là, pour vous convaincre ou en tout cas et expliquer qu'il s'agit vraiment d'habitudes également qui ont à être installées auprès des automobilistes du secteur. Alors, et on pense que tout va revenir dans l'ordre. Pour ce qui est de Prieure-Ouest, on n'a pas eu trop de commentaires négatifs là, au sujet d'augmentation de la vitesse, sinon qu'il faut apaiser nos rues locales et qu'on est en réflexion et en travaux continus sur ces questions-là. Sur des questions précises, vous pouvez toujours faire des plaintes au 311. C'est toujours pris en compte. Maintenant, sur la borne fontaine, c'est une question importante, là. Je pense qu'il serait peut-être bon de passer la question à nos travaux publics, à notre directeur des travaux publics, Mme Tullier. Oui, M. Paquin, est-ce que vous avez de l'information sur cette borne fontaine? Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. On a mis cette borne d'incendie-là hors d'usage parce qu'elle est très difficile à manipuler. Donc, pour éviter que quand les services d'incendie se présentent là, en cas d'urgence puis qu'ils perdent du temps à manipuler cette borne d'incendie-là, on a cru bon la mettre hors service sur un programme de remplacement, là, mais on priorise parmi toutes les urgences puis tous les travaux d'aqueduc qu'on a à faire. Mais il faut noter que la borne fontaine qui est plus au nord et plus au sud, elles sont tous les deux fonctionnelles à peu près à 50 mètres. Donc, à partir du moment que les services d'incendie sont mis au courant de ça, ils font leur planification en ce sens. Puis ça ne représente pas un danger outre mesure. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on peut passer à la prochaine question. La question provient de Mme Séverine Lepage. Bonjour. Étant donné qu'un grand nombre d'élèves de l'école Sophie Barra sont délocalisés à Sainte-Dorothée, est-ce que l'arrondissement pourrait songer à rapidement prolonger la piste sur Soriol-Est après Papineau et créer un axe sécurisé sur de l'île jusqu'au parc Frédéric-Bach? L'école a été réservée pour 2 ans minimum, alors ce pourrait être un projet sécuritaire durable pour les élèves qui choisissent d'aller à l'école en vélo et pour tous les autres usagers également. Merci. Alors, pour répondre à la question, je vais passer la parole à M. Jérôme Normand. Oui, merci Mme Tullier, merci Mme Lepage pour votre question. Donc, effectivement, il est toujours prévu qu'une phase 2 des travaux sur Prieure et Soriol ait lieu à partir du printemps 2021. Donc, les pistes, autant Prieure que Soriol, devront être poursuivies à l'est de Papineau.
Ensuite, pour ce qui est de... Donc oui, on souhaite nous aussi que ça se fasse le plus rondement possible et c'est ce qui est prévu. Nos services travaillent à ce que tout soit mis en place pour qu'on entame les travaux le plus rapidement possible. Ceci dit, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Il faut attendre que le dégel, que la surface soit sèche. Il y a des éléments, une séquence d'éléments à suivre qui est assez rigide. Ensuite, pour ce qui est de développer un axe nord-sud, c'est effectivement dans notre vision au niveau du plan vélo, donc à l'est de Papineau. Maintenant, quel est l'axe le plus avantageux à développer? C'est encore à déterminer. Nous, on a toujours vu Saint-Firmin comme ayant un bon potentiel étant donné sa largeur. Il n'y aurait potentiellement pas de retrait de stationnement. Les 2 rues de Lormier et de Lille sont particulières parce que ce sont les 2 seules rues à connecter sous la voie ferrée entre Papineau et Saint-Michel. Donc, tout changement de sens ou implantation d'aménagement cyclable sur ces 2 rues-là amènerait de grands bouleversements. Il faudrait donc faire des études préalables au niveau de l'impact sur la circulation, du transfert du trafic de transit, etc. Donc, on souhaite connecter, nous aussi, le parc L'Île de la Visitation au parc Frédéric-Bach. Comment le faire? Comment en faire profiter justement les gens qui vivent une situation difficile à Sophie-Lara au niveau du premier cycle pour mieux connecter les quartiers. On y réfléchit, puis on va voir comment on peut le faire au mieux. Est-ce que ce serait de poursuivre Soriol à l'est, par exemple Saint-Firmin ou une autre rue nord-sud, ensuite Port-Royal, puis entrer plus loin dans le parc, c'est possible. Donc, on y réfléchit, puis on y travaille dans notre planification d'Axe cyclable 2021. Merci. On peut passer à la prochaine question. La prochaine question provient de M. Luc Trévidic. Je suis un employé de l'arrondissement au service des parcs. Dans le cadre de mon travail, le 30 juillet au parc Henri-Julien, sur le terrain de baseball, j'ai été victime d'une attaque par 2 chiens détachés, panneaux d'interdiction bien visibles aux entrées, dont un pitbull. Alors que j'étais tombée au sol et à demi conscient, le chien a sauté sur moi. La police est venue faire un constat et une plainte a été déposée. Peu de temps après, les mêmes chiens accompagnés de la même personne au même endroit ont été vus détachés par des employés de la ville. Je tiens à préciser qu'au moment de cette agression, il y avait à côté un camp de jour avec de jeunes enfants potentiellement en danger. Voici ma question. Avez-vous l'intention d'adopter une réglementation plus sévère protégeant davantage les citoyens? Par exemple, le port de la muselière obligatoire pour les chiens dangereux ou dépassant un certain poids, des amendes réellement appliquées. Alors, Monsieur Trévidic, merci pour votre question. J'ai également obtenu un peu d'informations sur l'événement que vous nous relatez. Donc, c'est sûr qu'on parle d'une personne qui a enfreint la réglementation. Donc, ce n'est pas tant un problème de réglementation dont on parle en ce moment que vraiment un problème de civisme, hein, que malheureusement, il y a des gens qui ne suivent pas la réglementation. Et vous avez eu le bon réflexe d'appeler la police parce que c'est effectivement la police qui a le pouvoir de faire en sorte de donner justement les amendes et de faire le suivi auprès des gens qui enfreignent la réglementation. Donc, le processus est en cours avec la police pour cet événement-là particulièrement. Je vous dirais aussi que ça fait 2 ans probablement que la Ville de Montréal a modifié son règlement sur les chiens. Et pour les chiens qui sont effectivement considérés dangereux, le port de la muselière est obligatoire. Mais pour qu'un chien soit considéré dangereux, il y a tout un processus à suivre. Donc, je vous invite à considérer, à voir la réglementation. Et là, comme la réglementation, elle date d'à peine 2 ans, pour l'instant, elle est là pour rester et elle est très précise, cette réglementation. Là, on est allé au-delà de ce que font de nombreuses villes au niveau justement des chiens dangereux, toutes races incluses. Hein. C'est ça la nouveauté de ce règlement, c'est d'inclure toutes les races de chiens. Et donc, avec pas des autopsies, là, c'est pas le bon mot, avec des diagnostics, c'est le mot que je cherchais, des diagnostics préventifs. Donc, on n'attend pas nécessairement, comme c'était le cas auparavant, qu'un chien morde. Il y a une façon en ce moment maintenant de signaler des chiens dangereux
de les faire diagnostiquer et par la suite, s'ils sont considérés dangereux, comme je le disais, il y a des règlements qui s'appliquent. Donc, la réglementation, elle existe, mais vous avez raison, malheureusement, il y a des gens qui ne la suivent pas. Donc là, on est au courant là, de l'enjeu particulier de ce parc-là. On a déjà aussi demandé à la police d'intervenir plus fréquemment, là, d'assurer une ronde. On connaît l'horaire particulier et le lieu particulier, donc la police fait des rondes plus précises pour tenter de faire respecter vraiment la réglementation sur les chiens à cet endroit-là. Je vous remercie pour votre question. La prochaine question provient de M. Gilles Larocque. Serait-il possible un jour de connaître le coût total des différentes mesures reliées à la COVID? Piétonisation, dépiétonisation, installation de gros blocs de béton pour élargir des trottoirs suffisamment larges pour respecter la distanciation, des installations de ces mêmes blocs, pistes cyclables temporaires ou permanentes, beaucoup moins utilisées que vous l'affirmez généralement, marquage et démarquage d'espaces de stationnement, quadrillage de la chaussée et de la rue partagée de Gouin, etc. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer clairement le point 40.19 de l'ordre du jour? Je lis et relis le sommaire décisionnel et j'ai de la difficulté à comprendre. Il n'est pas question des vignettes autorisant le dépôt de neige de nos entrées vers la rue, mais plutôt d'un règlement bizarre. Dépôt de neige dans une ruelle à la condition de dégager un passage d'au moins 1,5 mètre pour les piétons. Pas de permis si la neige provient d'un abri temporaire. Dépôt de neige dans une rue publique à sens unique d'une largeur minimale de 5 mètres. Merci beaucoup. Merci, M. Larocque, pour vos deux questions, en fait. Donc, sachez que pour tous les coûts qui sont liés à la COVID, ils sont comptabilisés parce que l'arrondissement les transfère à ce qu'on appelle le CCMU, donc le Centre de coordination des mesures d'urgence, qui est en lien avec le gouvernement du Québec. Donc, il y a une grande portion des coûts de tout ce que vous avez nommé dans votre courriel là, qui ne sont pas assumés par l'arrondissement, qui sont assumés par la Ville-Centre et par la suite là, par une entente, en tout cas du moins en partie, avec le gouvernement du Québec. Donc là, je n'ai pas les détails précis en ce moment, mais on pourra là, dans une séance subséquente ou par courriel là, vous détailler peut-être certaines choses, mais en vraiment très grande majorité, là, ce ne sont pas des coûts qui sont assumés par l'arrondissement. Pour le 40.19, donc c'est le règlement neige, on en a parlé un petit peu lors du dernier conseil d'arrondissement, parce que c'était l'avis de motion, puis là on adopte vraiment le règlement. Donc c'est les dites vignettes, c'est le permis pour le déneigement. Donc l'année dernière, c'était la première année d'implantation et donc on a déjà fait des ajustements, là on a vu certaines choses l'année dernière, mais il y avait des modifications claires à faire dans le règlement là, pour que ça soit équitable pour tous et ce sont ces trois modifications-là qu'on adopte aujourd'hui. Donc la première modification touche les ruelles, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de déneiger les ruelles, mais ils doivent laisser un passage pour les piétons. Parce que ce qu'on a eu, malheureusement, en fait, on avait ça depuis de nombreuses années, mais on l'a encore vécu l'année dernière, c'est que parfois, lors du déneigement de certaines ruelles, la neige est accumulée sur les côtés, ce qui bloque à certains moments les sorties de certaines personnes et donc les piétons ne peuvent plus nécessairement entrer par derrière. Là. Il y a beaucoup de gens qui entrent par la ruelle dans leur cours pour entrer dans leur résidence. Donc ça, c'est une des choses qu'on vient régler avec cette modification de règlement. La deuxième, c'est l'abri tempo, comme on dit, c'est-à-dire que justement, comme il n'y a pas de neige sous l'abri tempo, il n'y a pas de déneigement. Par contre, il y a parfois de la petite neige à côté. Donc ça, on est venu aussi préciser les règles pour cela. Pour les sentiers piétonniers, donc par exemple, beaucoup de résidences ont un petit sentier piéton entre le trottoir et la maison. Donc, cette neige-là, s'il n'y a que ça là, et qu'il n'y a pas d'entrée de garage, s'il n'y a que ça, on n'a pas besoin d'avoir
un permis de déneigement parce que les sentiers piétonniers ne sont pas couverts par le permis de déneigement. Et l'autre, la largeur de la rue, ben, c'est très, très, très important parce que ça a été une grande contrainte dans le règlement précédent. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on fait des ajustements. Il y avait une question de la largeur de la rue telle qu'elle avait été écrite dans le premier règlement faisait en sorte qu'il y avait plusieurs rues sur lesquelles on ne pouvait pas avoir de permis de déneigement et c'était pas souhaitable. Donc, on vient améliorer la situation avec ces points-là dans notre nouveau, en fait, dans la bonification, dans le fond, du règlement de déneigement pour cet hiver. Voilà, merci pour votre question. La prochaine question provient de Mme Diana Cormier-Pastena. Madame Émilie Tuillier-Mérès, suite à notre rencontre l'après-midi du 20 août en présence de résidents voisins du parc Rimbaud, de 2 responsables des parcs de l'arrondissement et de Madame Osorio, Madame Assunta Gazero et moi-même aimerions savoir si vous avez pris quelques décisions fermes concernant l'interdiction de faire des barbecues dans le parc ainsi qu'en ce qui a trait au déplacement du jeu de volley-ball vers un autre parc de l'arrondissement. Si oui, quelles sont ces décisions? Alors, merci pour votre question. Donc, on n'a pas encore pris ces décisions-là. On doit encore en discuter. Et puis, en fait, on réfléchit. L'échéancier était vraiment pour 2021. Donc, on est en train de réfléchir pour 2021 et on vous tiendra assurément au courant. Mais je vous dirais que c'est vraiment plutôt pour la question des barbecues qu'on est en réflexion. Pas tant pour la question des volley-balls parce que là, le terrain de volleyball est déjà vraiment sur place. Et la question des jeux d'eau, on a déjà demandé à ce que la chaudière, là, qui cause vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes, soit enlevée pour l'été prochain. Et puis là, bon, il faut dire qu'il fait tellement froid maintenant, les jeux d'eau, c'est terminé, là, mais on va s'assurer que ça fasse moins de bruit pour l'année prochaine. Merci pour votre question. La prochaine question provient de Mme Roxane Liboiron. Bonjour, est-ce que la rue Soriol va garder sa piste cyclable même en hiver? S'il vous plaît, confirmez. Habitant sur Chambord dans un duplex sans stationnement, l'hiver, c'est inévitable que je dois me stationner sur Soriol. C'est déjà difficile de stationner quand il nettoie la rue les mercredis après-midi. Imaginez l'hiver après une tempête. Merci. Merci. Alors, je vais répondre, je vais laisser, la parole à M. Normand pour cette question. Oui, merci, Mme Tuillier. Donc, comme on l'a mentionné à quelques reprises, il est prévu en effet que les pistes cyclables Prieur et Soriol soient maintenues à l'année. Donc, on souhaite vraiment fournir une offre de transport actif à l'année pour opérer un transfert modal durable. Il est vrai que ça va occasionner, comme on l'a répété aussi, certains changements d'habitude. Ça peut être plus compliqué pendant une tempête et pendant le chargement. Par contre, on est confiant que c'est quelques journées dans l'hiver qui représentent ces moments-là, puis qu'on va pouvoir, avec le stationnement qui est à proximité sur les rues aux alentours, trouver un espace pour ces moments-là. Mais oui, l'intention est vraiment de préserver l'offre de manière continue. Merci. Merci. Effectivement, M. Normand parle de quelques jours seulement parce qu'il faut noter que les interdictions de stationnement tombent pendant l'hiver. Donc, ce dont vous parlez le mercredi, c'est l'interdiction pour le balai qui n'a pas cours l'hiver. Alors, le problème, là, ou en tout cas la situation que vous décrivez, ne serait vécue que vraiment lors d'une tempête de neige. Alors, merci pour votre question, puis on peut passer à la suivante. C'est la dernière question. Il s'agit d'une question de Mme Dina Carbone. Bonsoir à vous tous. Je reprends contact avec vous vu le très long silence de votre part concernant les problèmes que nous vivons sur notre rue de Lorimier Trafic. Camions, bus en transit, îlots de chaleur, propreté et j'en passe. Nous avons déposé une pétition et vous n'avez pas de solution qui s'offre à nous, contrairement aux autres rues dont vous mettez des efforts monstres. Cela fait maintenant 3 ans. À quand nos solutions? Merci et restez en santé. Merci, Mme Carbonnet. Donc, je vais passer la parole à votre conseiller de district, M. Jérôme Normand.
Oui, merci Madame Tullier, merci Madame Carbonnet pour votre question. Vous le savez, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises. On a fait énormément de suivi, puis ça a bougé. Il y a eu des actions qui ont été faites sur la rue de Lormier. Notamment, on a fait un lien avec la STM. Évidemment, on n'est pas décisionnel par rapport au tracé de la STM. On leur a suggéré par leur direction de cabinet des modifications de tracé qu'ils ont analysées. Ils vous sont revenus avec des résultats. Ensuite, on ne peut pas malheureusement les contraindre à implanter ces changements-là, mais le travail a été fait. Et je vous invite, puis je l'ai fait la dernière fois qu'on a discuté ensemble au téléphone aussi, à continuer vos représentations auprès de la STM, car c'est eux qui ont vraiment la capacité de modifier ou d'altérer notamment le transit des autobus vides qui s'arrêterait trop longtemps sur le coin de la rue ou le tracé aller ou retour de la 140 ou de la 41. Ensuite, on a posé des balises centrales supplémentaires pour l'apaisement de la circulation. On a rajouté une signalisation d'interdiction de transit pour les transports de marchandises. On a mis de la surveillance policière accrue avec l'aide du PDQ 27. Il y a eu des constats puis des séances qui ont été faites avec les camionneurs de la part de la police. On a priorisé auprès de nos travaux publics puis des parcs la plantation de delormiers dans les années à venir, étant donné que des arbres ont été coupés il y a quelques années de ça et c'est une des mesures qui pourrait embellir le quartier. Donc, il y a nombre d'actions qui ont été posées depuis que vous nous avez interpellés puis qu'on s'est rencontrés à de nombreuses reprises. Par contre, comme je le mentionnais tantôt dans une autre question, modifier l'aménagement de la rue, c'est très complexe. La trame de la rue de Lormier fait en sorte que les immeubles sont à proximité de la chaussée et donc que le bruit ambiant, que la poussière soulevée affecte de manière plus grande les résidents. On ne peut pas reculer les résidences, malheureusement, sur de Lormier. Une mise à sens unique implique une augmentation du volume de circulation dans un sens parce que tout ce qui est partagé entre l'île et de Lormier serait pris sur l'une ou l'autre de ces rues. Il y aurait des contraintes aussi, justement, pour les trajets d'autobus. Donc, c'est complexe, mais on y travaille. On en parle régulièrement avec nos services. Dans le cadre du plan local de déplacement, également, de Lormier a été ciblé. Donc, je vous assure qu'on y travaille, mais il y a des solutions à court terme qu'on a posées, puis il y a des solutions à moyen terme, mais elles se déploient à moyen terme. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas vu encore nécessairement quelques mois ou une année ou deux, une transformation de la trame urbaine de Lormier. Mais on est bien conscient des enjeux que vous soulevez, puis on y travaille constamment. Merci. Merci beaucoup, M. Normand. Donc, Mme Châteauvert, ça faisait le tour des questions que nous avons reçues, c'est bien ça? C'est ça.